On va démarrer, on attendait que tout le monde arrive, comme on avait dit 18h30, arrivé à 18h30, on démarre à 18h30, ça c'est pas possible, vu le temps de rentrer, d'enlever son manteau, de donner son nom à l'entrée, etc. Donc 18h30, on a laissé un quart d'heure, 18h45. Donc je m'appelle Émeric, je suis le cofondateur d'Agorapulse, qui est un outil de social media management. Donc je suis le co-animateur de SaaStock Paris, avec mes compères de Fincom et Sébastien, où es-tu ? Voilà. Fincom qui sponsorise l'événement aujourd'hui. Vous connaissez Chartmogul, Profitwell ? Ouais, bah c'est mieux. Voilà. C'est eux qu'il faut utiliser. Ils sont français, ils sont sympas, ils sont bons et on les teste en ce moment et on trouve que ce qu'ils font c'est canon. Voilà, ça c'est eux. Voilà, c'est le petit brown nosing pour Fincom. Hein, voilà, comme ça c'est fait. Et ce soir, on a la chance de recevoir Guillaume et Jonathan. Alors c'est vraiment une chance parce que les deux, je les connais pas de la même manière, mais je les connais très bien. J'ai beaucoup écouté les interviews des uns et des autres. Il y a une interview de Jonathan, je ne sais plus sur quel podcast, si c'est SAS machin ou si je ne sais plus lequel, mais il est sur Spotify. Et recherchez podcast interview Jonathan Aircall. Non, franchement. Tu me mets mal à l'aise. Je suis désolé Jonathan, mais je suis obligé de le dire. Il a raconté son histoire de vie et quand j'ai écouté son histoire de vie, je me suis dit voilà quelqu'un de résilient, qui a réussi à partir de quelque chose de très difficile, donc chapeau. Et Aircall, c'est une très belle histoire. Olivier, son cofondateur, vous êtes combien ? Vous êtes deux, je crois ? On est 3 cofondateurs maintenant. Ouais. Ils ont tous les trois fait quelque chose d'absolument magnifique que Guillaume et moi, on aurait bien aimé faire. Hein, mais vous y allez. Petit, quoi, vous êtes sur le chemin. On est encore tout petit. Et ce soir, on voudrait vous parler de net rétention, donc de rétention. Donc on va parler de rétention, et pour parler de rétention, on va parler de churn, l'affreux mot dans le SaaS, et d'expansion, qui sont les deux choses qui, combinées, vont nous permettre de faire de la net rétention positive, qui est le Graal de tous les fondateurs SaaS, on est bien d'accord, et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Et la raison pour laquelle on a Guillaume et Jonathan, qui ont tous les deux des boîtes extrêmement différentes en termes de profil. Hein, Guillaume, tu es plutôt SMB et plutôt product-led, self-service, voilà. Et toi, Jonathan, tu es plutôt grand compte, enterprise. Non, on est assez SMB aussi, mais on n'est pas du tout product-led. Pas du tout product-led, très sales-led. Ouais, très. Et ça, c'est ton domaine. Quoi. On fouille un peu. Et, voilà. Et nous, je vais quand même parler aussi de mon expérience. On est à 20 millions, on est 170, donc on n'est pas très très loin de mon ami Jonathan. Mais on est parti comme Guillaume et on essaye de devenir comme Jonathan. Voilà. On est parti très inbound, très self-service, et on est en train de travailler à une transition qui est extrêmement difficile. S'il y a certains d'entre vous qui l'ont faite ou qui vont la faire, ravi d'en parler avec vous. C'est probablement un des plus difficiles challenges à faire dans les boîtes, de passer d'un business pur inbound, full self-service, très SMB, avec une motion extrêmement rapide, à quelque chose de plus drivé par les sales. Donc, est-ce que vous voulez faire une petite intro sur pourquoi vous vouliez partager votre expérience sur la rétention et le churn ce soir avec nos amis Est-ce que peut-être on peut commencer avec une petite question pour tout le monde ? Qui ici est fondateur ou cofondateur d'un SaaS ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. Les autres, vous bossez en marketing ou sales ? Ou il y a d'autres… marketing, sales ? Ok. Growth ? Non ? Ou c'est pareil ? Et les autres, on a oublié quoi comme profil ? Customer Success, oui, putain, voilà, c'est bien. C'est bien. Bien joué, hein, bravo. Et le Customer Success, ça ne sert pas à changer la combien de personnes on a du coup qui sont en Customer Success, qui gèrent une équipe, soit service client, soit Success ? Ok, stylé. Ah oui, quand même. Oui, on a un peu de monde. Pas mal de monde. Et pour ceux qui sont en SaaS, juste qui est en dessous d'1 million d'ARR ? Ok, entre 1 et 5 ? Entre 5 et 10 ? Ok, très cool. Peut-être il y a du 10 et plus ? Non. Ah, voilà. Bravo. Il faut oublier. Attends, on va monter un peu. Au-dessus de 20 Au-dessus de 50 Ok, très stylé. Bah, vas-y, commence si tu veux. Non, mais rapidement, peut-être on se présente. Présente, ouais, vas-y. Donc, je m'appelle Jonathan, j'ai 36 ans, je suis un des fondateurs d'Aircall. Aircall, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil de téléphonie pour les entreprises. C'est du SaaS, ça se met en place n'importe où dans le monde en quelques minutes. Et on s'intègre à l'ensemble des outils métiers de l'entreprise. Et vous verrez pourquoi dans l'histoire d'Aircall et dans tout ce qui est net rétention, c'est très important pour nous, tout ce qui est intégration aux outils métiers, parce que ça permet de créer une expérience avec les clients.
Aujourd'hui, Aircall, c'est quoi? C'est un peu plus de 800 personnes, 850 personnes dans le monde. Des bureaux à Paris, à New York, à Berlin, à Sydney, en Inde. Bon, et j'en oublie probablement, on en a 7-8. Un peu plus de 130 millions d'ARR. Et on continue à croître assez rapidement. Avec, comme disait Aymeric, vraiment une stratégie qui a toujours été très sales. Parce que, en fait, vendre de la téléphonie, ça peut fonctionner par le contenu, évidemment, ça va fonctionner un petit peu, mais c'est surtout convaincre les personnes qu'ils ont un besoin, que l'outil qu'ils utilisent actuellement n'est probablement pas l'outil idéal, ou en tout cas, on peut y apporter quelque chose. Et donc, jour 1, et contrairement à toi, Guillaume, je pense, qui a acquis probablement tes 1000 premiers clients à la force de ton contenu, nous, ça a été complètement à la mano, avec des sales outbound. Évidemment, on avait un peu d'inbound, mais l'inbound était très drivé par plutôt les recommandations de nos clients et donc assez peu par une stratégie pure contenu. Maintenant, je tiens à insister avant qu'on me pose la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a votre produit avant tout et comment votre produit se vend ou se vendra de la meilleure manière. Voilà. Pas de C'est bon cool. ou mauvais chasseur. Non, mais en fait, non, mais il y a beaucoup de boîtes, moi, qui viennent me voir parfois, qui sont hyper inquiets de commencer leur stratégie outbound en disant, mais nous, on fait rien du tout, mais c'est pas grave en fait, quoi. Enfin, il y a plein de boîtes qui font des millions, des centaines de millions d'ARR et qui n'ont jamais fait d'outbound pratiquement. Donc c'est pas grave, ça dépend du produit en fait. Ouais, Mailchimp. Mailchimp est un exemple. Twilio est un autre exemple. Alors, la première question que j'avais pour vous deux, et je partagerai la réponse que j'ai là-dessus, c'est quel était le niveau de votre net MRR churn ou gross churn, celui que vous êtes à l'aise de divulguer, quand vous faisiez 1 million, quand vous étiez entre 1 et 5, quand vous étiez petit. Au tout début, Nous, on était à ouais. 15% de net par mois. Positif ou négatif? Négatif, ah oui. ok. Donc tu 85% faisais de 85 rétention. de rétention. 85% de rétention par rétention. mois. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'en un an, on avait lessivé Ah, ok. toute la base. Ah non, toi tu l'annualises pas, d'accord. Nous on non, l'annualise. était mensuel. Ouais. Ah oui. On faisait au départ. Donc, en 2012, un an, t'as c'était perdu du jeu l'intégralité concours de tes sur clients. Facebook, donc du jeu concours sur Facebook, la plupart des mecs, ils venaient 15 jours, ils faisaient le jeu concours et ils partaient. Un business horrible. C'était en 2012. Ah oui. C'était pas Vous été avez évident. forcément fait mieux. Non, en vrai, moi je pense qu'à 1 million d'ARR, en fait ça dépend. Nous on a commencé, contrairement à ce que tu penses, les 100 premiers clients c'était pure outbound, donc des gens avec qui tu crées du lien quand même parce que tu fais des démos. C'est moi qui faisais full prospection et tout. Et après, quand on est passé sur une motion self-service, juste peut-être pour les gens qui ne connaissent pas la boîte, moi je suis du coup fondateur de l'Empire. Un de nos projets principaux c'est l'Emlist, plateforme de prospection qui aide les entreprises à trouver leurs futurs clients. On a commencé en 2018, on fait plus de 20 millions d'ARR. Donc on est bootstrap, on n'a pas levé de fonds et en gros on est présent dans plus de 100 pays, dizaines de milliers de clients. Donc nos clients c'est des toutes petites boîtes ou start-up, scale-up et on a quelques ovnis en enterprise mais qu'on n'aime pas trop parce que ça nous prend du temps et c'est chiant de faire des contrats. Donc notre stratégie c'est vraiment self-service et pousser ça. Et on est une boîte de 80 personnes basée un petit peu partout avec des bureaux à Paris. Mais du coup, au départ, en fait, pour reprendre ta question, genre à 1 million, nous, notre churn, il était déjà, ça variait énormément. On avait aussi de la saisonnalité. C'est peut-être un truc que vous pouvez voir en fonction de vos produits. Nous, on se dit, bah, tu fais de la vente, etc. Donc, les gens, normalement, ils doivent vendre tout le temps. Dans les faits, comme nous, on target parfois des très petits, bah, on se rend compte que tu as des gens qui, en décembre, vont tous annuler parce qu'ils se disent en décembre, c'est compliqué de faire de la vente et on arrête la prospection. Donc ça arrive chez les tout petits. Par contre, les enterprises qui sont chez nous, ils s'en foutent, quoi. Ils continuent de payer et eux, ce n'est pas un problème. Et on voit aussi la même chose arriver l'été où les gens en juillet, donc nous, on a 70% de nos clients qui sont basés aux US. En gros, en juillet, pendant genre début juillet jusqu'à début août, on a plus de churn et après en août, ça repart de façon totalement normale. Donc en fait, déjà, saisonnalité et deux, après, en churn mensuel, ça a pas mal évolué. Donc je me rappelle qu'aux alentours de 1 million d'ARR, on avait fait un gros changement de produit
Et le gros changement de produit avait généré beaucoup de churn au début, parce qu'on n'avait pas prévenu les utilisateurs, on s'était fait insulter. C'était vraiment génial ce moment dans ma vie. Et où tu penses que ta boîte, elle va s'arrêter parce que bon, tout le monde te rentre dedans. Donc là, à ce moment-là, on était plutôt genre à 40 ou 50% de churn sur un mois. Et après, le mois d'après, par contre, on avait réduit notre churn qui était plutôt en moyenne aux alentours de 15%, donc comme ce que tu mentionnes. Et on l'avait fait baisser aux alentours de 10%, tu vois, en grosse MRR churn. Donc ça compte pas les expansions, etc. Alors nous, sur cette période, nous, on a connu l'époque fast. C'est-à-dire qu'on a créé Aircall en 2014. À une époque où le SaaS commence pas mal à se développer dans les entreprises. Donc, très naturellement, on va dire entre 1 et 5. On est d'accord, entre 1 et 5 millions. Ouais. Nous, ça a été l'époque où c'est allé assez vite parce qu'on est passé de 1 million à 3 millions d'ARR en moins d'un an, en une dizaine de mois, 10-11 mois, donc presque un an. Et donc, pendant cette période, on faisait 120% de net rétention. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on commençait à 1 million l'année, on finissait globalement à 1,2 million en fin d'année, quoi qu'il arrive. Donc il y avait 20% de croissance, ce qui était énorme. Par quoi c'était drivé? Par le fait que nos clients commençaient chez nous petits, testaient parce qu'on était un produit jeune, disaient on va mettre en place la téléphonie de la boîte, on va l'intégrer aux différents outils, à Salesforce, à HubSpot, à même Lemlist, qui n'existait pas à l'époque malheureusement, mais maintenant tu es intégré. Et après, ils vont rajouter d'autres équipes. Ils vont rajouter soit les équipes sales s'ils ont commencé par les équipes de service client, soit les équipes service client s'ils ont commencé par les sales. Et donc, au début, honnêtement, ça a été un Eldorado. Et je pourrais après parler de la situation actuelle qui est beaucoup plus compliquée avec la crise, etc. Mais les boîtes étaient en forte croissance. Il y avait des levées de fonds dans tous les sens. Et à cette époque, il ne faut pas se le cacher, 80% de nos clients dans le monde entier étaient de la start-up. Enfin, en tout cas, qui avaient soit levé des fonds ou en tout cas qui étaient dans le métier tech. Et donc, on a profité de cette époque qui a été vraiment exceptionnelle. Maintenant, est-ce que c'est un benchmark à suivre et de se dire si on ne fait pas 120%, on est nul ou 130%, on est nul? Non. Maintenant, c'est quelque chose de très important pour les investisseurs. Ceux qui souhaitent lever des fonds, c'est la métrique la plus importante. Je vous le dis parce que on regarde beaucoup la croissance de l'ARR dans le SaaS, mais c'est une erreur. Parce que la croissance de l'ARR, il suffit d'avoir une sales machine, et on l'a eu chez Aircall, hyper bien huilée, qui exécute très fort, on va croître. Mais avoir une net rétention négative et donc un churn assez fort, en fait, ça traduit beaucoup de problèmes dans la boîte. Et en fait, c'est des fondamentaux. En fait, c'est un géant au pied de sable, quoi, finalement. Et c'est une bêtise. Donc, la net rétention est pour moi la métrique numéro 1 dans le SaaS. C'est extrêmement important. Si on a une bonne net rétention, c'est que nos clients ne partent pas, c'est que nos clients restent et croient dans votre produit et en plus veulent s'étendre avec vous, quoi. Et donc, vous êtes capable de leur proposer peut-être de nouveaux outils. Alors, dans le cas d'Aircall, nous, on est monoproduit jusqu'à aujourd'hui. On va être multiproduit au courant de cette année. Mais si vous avez la capacité d'expand vos clients, en fait, c'est que vous avez un produit qui est incroyable. Et ne vous inquiétez pas sur la partie sales. Ça s'organise et on fera peut-être un autre meeting pour en parler, mais ce n'est pas important. Maintenant, avoir une nette rétention, vraiment, si vous avez une nette rétention entre 110 et 130%, vous êtes vraiment dans le top. 130 étant best in class, mais 110, c'est intéressant. Maintenant, la période, elle est compliquée et il ne faut pas vous affoler si vous êtes en dessous de 100%. C'est le cas de beaucoup de boîtes actuellement. Parce que déjà, si votre produit est très tech et est destiné à de la tech, eh bien, malheureusement, la plupart des boîtes tech en ce moment ne sont pas en train d'embaucher. Donc, si vous êtes user-based et vous vendez des licences, il y a peu de chances que vous soyez capable de vendre beaucoup de nouvelles licences parce qu'il y a des embauches. Voilà en quelques mots. Qui a une nette rétention positive? Comme Jonathan, 100%, la cohorte de janvier 2022, elle fait 120% en 2023. Entre 1 et 5 millions. Hein. Voilà. Qui a ça là? 1, 2, Bravo. 3, 4, 5? Vous êtes 5? Vous êtes du pur SaaS? Non. Quoi comme service? Du? Ah ok, d'accord. Ok. Les services, ok. Et qui a un net MRR churn négatif, comme moi, donc qui fait 95%? Non, mais il y en a qui… levez la main ceux qui ont un net MRR churn négatif.
Il y en a qu'un? Il Non, n'y a pas en de honte, qu'un les gars. Hein. Vraiment, il y a vraiment pas de honte à avoir. Je pense qu'il faut qu'ils aillent sur Fincom pour vérifier. Ouais, allez sur Fincom, connectez-vous maintenant pour vérifier. Voilà. Alors, la nette rétention, nous, comment on la calcule? Alors, il y a plusieurs théories. Nous, pour le coup, on annualise. Donc, quand je vous dis 125% de nette rétention ou 120%, nous, ça veut dire que en janvier, la base de clients de janvier, pendant l'année, elle va augmenter, elle va faire Ouais. 120%. C'est la bonne façon. Voilà. Ouais. Et c'est très fort, quoi, comme métrique. Mais ok, donc ça veut dire, attendez, j'ai pas compris. Il y en a pas mal qui font 120 et il y en a plein, ils font rien. 98. Ah, j'aime ça, C'est bien regarde, 98. Ouais. Bah, non, c'est pas bien. C'est bien. Je fais En cette 95, période. il est mieux que moi. Oui. Non. Non, mais c'est le modèle. en fait, de nous tous. la période Et est dur. horrible. Donc, il ne faut pas se décourager. Ouais. La période est horrible. Des boîtes qui font actuellement 120%, c'est des miraculés. Et il va falloir qu'on se parle. Si vous levez des Car fonds. j'investis. Non, mais c'est une période qui est difficile, surtout si vous faites de la licence. Parce que vous faites de la licence, à première vue, il n'y a pas d'embauche. Donc, Est-ce que tu dirais que c'est le fait que vous vendiez des licences par utilisateur qui permet ce 120% d'expansion sur l'année ou c'est autre chose? Moi, je fais ça et j'ai pas la rétention qu'il a. Toi, tu vends par Ouais, utilisateur aussi? Par user, ouais. Mais ça veut dire mais est-ce que ce que j'avais à l'époque, que tu Ouais. l'es pas aujourd'hui, Guillaume, c'est normal. Hein. Ouais. Merci, John. Mais, Je ne l'ai pas non plus, je vous non, rassure. mais alors, en 2015, tu l'avais, les 120%. Est-ce que c'était grâce au siège? Donc, c'était 100% grâce au D'accord. siège, parce que moi, je suis toujours Tu licencié. n'avais pas d'usage, Pas d'usage et en plus monoproduit. Alors ouais. que Monoproduit, pas d'usage, Guillaume, donc c'est le il est siège. Et multiproduit. toi, tu avais le siège, mais les gens n'en achetaient pas plus. En moyenne, en fait, non, à l'époque. Parce qu'en fait, au départ, tu vois, quand tu lances une. Nous, on s'est implanté vraiment dans un marché, c'était Océan Rouge, quoi. Donc, on avait des concurrents qui avaient partout. déjà levé des centaines de millions, on avait des milliers de boîtes concurrentes partout dans le monde. Et donc, en gros, tu arrives sur un marché où les gens, ils s'attendent à avoir des intégrations CRM, ils s'attendent à avoir certaines fonctionnalités, des fonctionnalités d'équipe et tout. Donc au départ, non, tu vois, nous, notre focus, c'est le mec qui est tout seul et on se dit, le produit, il n'a jamais vu aucun concurrent avant, on va le closer et on apportera de la valeur et plus tard, on va le développer. Donc ça prend du temps. Idem, tu vois, les connexions CRM, je pense que ça a dû vous prendre beaucoup de temps. Et pourtant, c'est un truc, quand tu le fais, tu sais que ton churn, il diminue direct. Ouais, bien Nous, sûr. les personnes qui utilisent le CRM, enfin une inté CRM chez nous, c'est des gens qui ont une nette rétention, tu vois, si on ne regarde pas segment, qui sont à 120-130%. Ouais. Parce que c'est des gens qui sont carrés dans leurs sales, c'est des gens qui savent faire de la prospection. Et donc, c'est des gens qui, en fait, quand ils ont 2 sales et qui font du cash, bah, ils en rajoutent un 3e, un 4e, un 5e et tu le scales outbound assez facilement. Alors, merci pour le segue de comment on fait pour améliorer cette rétention. Juste une petite expérience sur la vente au siège. Je ne sais pas comment sont pricés vos produits. Le nôtre avant était pricé avec un package où tu avais des users dedans, des profils sociaux dedans, tout un tas de trucs, and the kitchen sink compris dedans. C'est compliqué ça. Depuis le mois de décembre 2022, on a fait c'est terminé, c'est un prix par user. Donc tu as un user, tu as 10 profils sociaux, tu veux un deuxième user, tu repayes 99 ou 149, etc. Notre net MRR retention, elle a pris 10 points de base. C'est-à-dire qu'on est passé de 85 à 95. Voilà. Donc ce qui marchait pour Aircall marche pour tout le monde. Si aujourd'hui vous avez un pricing dans lequel vous avez packagé des trucs ensemble, dépackagez. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment. le premier truc. Et je le vois, mais tous les jours, parce que je fais un peu de business angel, et j'ai beaucoup de boîtes qui me présentent, qui ont des produits incroyables, mais qui s'enferment dans ce packaging, alors que c'est du SaaS, mais parce qu'ils ont l'impression de faire du service et ils se disent allez, je le fais comme ça. Et ça, alors ça, c'est très négatif, parce qu'en fait, ils peuvent utiliser, ils peuvent jouer avec les packaging et ça perd en valeur. Il faut que tu aies plusieurs produits. Voilà. Donc en On gros, va tu y as venir, produit on va y A à venir. 50 balles, tu as Donc un d'abord, produit B, il il y a va repayer. Le siège utilisateur. Après, il y a l'usage. L'usage. Jonathan, tu n'as pas de facturation à l'usage. Un tout Toi, petit tu as de la peu. facturation à l'usage Un ou tout pas? petit peu. Nous, on lance là parce que, ouais, on va lancer la Sur les facturation à l'usage sur la partie AI et data. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais. Nous, on n'a pas. Dans notre industrie, c'est très compliqué de facturer à l'usage. On a essayé de facturer au nombre de messages traités, de messages sociaux traités, etc. Mais comme personne d'autre fait ça, c'est super dur parce que concurrentiellement, les gens ne comprennent pas.
Et quand les gens ne comprennent pas votre pricing il fonctionne pas. Donc, En fait, il faut garder la réussir, simplicité. si tu as de l'usage, en fait, il faut que l'usage il soit lié à la valeur que le client ça crée. reçoit. Donc, tu Bien vois, par sûr. exemple, sur des outils comme Mailchimp qui font de la newsletter, bah, en fait, tu as des gens pour qui c'est logique. En fait, plus tu as de subscribers, plus tu fais de cash avec tes emails. Mais il y a des gens qui ont aussi des newsletters où plus ils ont de subscribers et ils ne font pas forcément plus de cash. Ouais. Et donc, c'est pour ça que des fois, tu vois, dans des business models comme l'email marketing, donc Mailchimp, je pense que tout le monde connaît, outil de newsletter, tu payes en fonction des personnes qui subscribent à ta newsletter. En gros, tu vois, tu as Flowdesk qui est un outil, eux, ils se sont dit, on casse les prix, on change totalement, on fait prix fixe illimité. Et en fait, du coup, eux, en 2 ans, ils sont passés de 0 à 15 millions d'ARR, tu vois. Et donc, parfois, en fait, la rétention, c'est toujours cool. Et comme tu dis, tu vois, les investisseurs, ça les fait kiffer et tout. Mais je peux te dire qu'un business comme Flowdesk, ils sont peut-être genre 30-40 personnes. Aujourd'hui, ils doivent être à 20 millions d'ARR. Ils font un EBITDA de malade, ils ont énormément de profits. Les investisseurs, ils leur envoient des centaines de messages. Donc, en fait, la rétention, c'est ultra important. Mais ça dépend vraiment de votre business. Et ça ne sert à rien d'aller courir à tout prix vers des métriques qui sont parfois inatteignables si tu dois détruire la nature même de ton business et de ta cible initiale, quoi. C'est pas faux, mais si tu as une nette MRR rétention négative, tu as un plafond de verre sur la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ouais, il y a quelque ta chose capacité à créer du nouveau business n'arrivera plus à remplacer le business qui s'en va. En fait, jusqu'à 20-30 millions d'ARR, ça va fonctionner. Mais quand tu arrives dans des trucs à 100-200 millions, en fait, c'est très dur de rajouter 40-50 millions par an de new sales. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire chez Aircall. Je peux vous dire que rajouter 50 millions d'ARR en une année, je parle de new, que de l'additionnel. Quand l'année précédente, c'était 30 ou 40, le gap, il est vraiment là. Et donc, quand on n'est pas aidé par de la nette rétention, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Et ça, les investisseurs le savent. Un investisseur, et à la limite, il ne faut peut-être pas qu'on parle trop d'investisseurs, parce que je pense que maintenant, il faut vraiment commencer à réfléchir bootstrap, et bravo à Guillaume pour ce que tu as fait, parce que c'est canon. Mais un investisseur, quand il met de l'argent, surtout vu les valos qu'il y a eu ces dernières années, leur vision, c'était quand même des grosses exits à des centaines de millions. Et on sait qu'arriver à un certain moment, si la nette rétention est mauvaise, c'est très, très compliqué. Ouais, il n'y a pas que. Nous, on n'a pas d'investisseurs. On est aussi bootstrap, on n'a pas d'investisseurs. Et je vois l'impact que ça a sur moi en tant que fondateur et l'impact que ça a sur mes équipes de voir la croissance qui devient de plus en plus dure, qui demande de ramer à contre-courant de plus en plus. Ça atteint le moral, on ne va pas se mentir. Il y a un moment donné, on faisait 50% de croissance il y a 4 ans par an. Aujourd'hui, on fait douloureusement entre 15 et 20. Et l'année prochaine, se dire qu'on va essayer de faire 20, ça paraît être un challenge énorme parce qu'on doit remplacer tout ce net churn qui s'en va. Et donc, ça a un impact. Investisseur ou pas investisseur, ça a un impact sur ta capacité à être motivé et à motiver tes équipes et à leur faire se dire on a misé sur le bon cheval, donc on a bien fait de venir bosser dans cette boîte-là. Plutôt que les autres. Non, mais je rebondis sur le truc de Guillaume parce qu'il a raison sur le fait que il n'y a pas un modèle parfait, il y a des produits surtout. Chaque produit étant différent, il faut que vous pesiez le pour et le contre. Et ce qu'a fait Flowdesk, c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont venus disrupter un peu leur marché en disant attendez les gars, vous vous faites un peu voler parce que en fait, Ils ont fait free, quoi. Ils ont fait comme free. Bah ouais, non, mais plus tu crois, plus allez hop. Et en fait, on dit souvent le SaaS, ça scale. Mais en fait, ce modèle, du coup, il scale pas parce que par définition, plus tu scales, plus ça te coûte de l'argent. Donc en fait, ta marge, elle suit, elle est linéaire. Et donc, ils ont sûrement aussi un produit qui est canon et qui fait que ça fonctionne. Mais à première vue, c'est vrai que avoir un système où vous êtes en croissance avec la boîte, c'est incroyable. Et nous, chez Aircall, on l'a vécu avec des boîtes comme Deliveroo, plein de grosses boîtes dont je vais éviter de citer des noms parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours d'accord, mais où on a commencé à 10 users et on a fini à 1000 users, quoi. Ah, ça, c'est bon. Pas grave, Et c'est ça, pas en juste. fait, ça te drive une boîte, quoi. Et ça vous drive vraiment une boîte parce qu'en fait, sur un mois, quand il y a ces croissances qui arrivent, en fait, ça vous fait la croissance du mois, elle est faite pratiquement qu'en net rétention, quoi. Et c'est des deals aussi, quand tu fais comme ça de l'expansion. Nous, je sais qu'on avait closé Zendesk, tu vois, à la base, c'était genre peut-être 5-6 users. Et boum. Et après, en fait, tu arrives et en fait, passer de 6 à 20, 40, 50, 100 users,
fait, c'est 100 fois plus facile que juste de Ah bah closer les 6 premiers, quoi. Ouais. Alors que toi, en fait, tu en closes 10 fois plus. Donc l'expansion, c'est vraiment un truc quand tu as les comptes avec lesquels tu peux faire ça, c'est cool. Après, il faut aimer tout ce qui va avec l'enterprise un Bien peu, sûr, ouais. c'est-à-dire account management, prendre les gens par la main et tout. Mais bon, c'est un… Si on regarde les clés de l'expansion, donc on a parlé des sièges, on a parlé de l'usage quand c'est possible, on a mentionné Mailchimp. Augmenter le prix. On a parlé d'augmenter le prix, non, on n'a pas encore n'a parlé pas d'augmenter parlé le de ça. prix. Alors, Ouais. sur le fait d'augmenter le prix, comment est-ce que vous vous positionnez justement? Tous les ans, moi, je fais une prière, je me dis je vais augmenter, on va voir ce qui va se passer. Alors, tu augmentes de combien et tu fais ça, et concrètement, ça Vraiment, ressemble à quoi ton augmentation de prix? Bah, tous les ans, on dit dans un mois, ça coûtera, je sais pas, 10-15 balles de plus. Donc parce c'est quoi qu'on a en pourcent? rajouté, Ça fait quoi en pourcent? Ça dépend, c'est genre au tout début, tu vois, on faisait payer, je pense, le premier prix qu'on faisait payer, c'était 34 balles et on est passé à 49. Donc là, c'est quasiment 50% d'augmentation, 40%. Ensuite, Tout petit, c'était très bas. Donc là, Ouais. à partir, en général, l'expérience, c'est quand tu es trop bas. ouais, Si tu doubles, tu restes bas et là, tu perds pas trop. ouais, c'est ça. Donc là, ça allait. Et après, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du grandfathering. Donc, Ouais. les clients qui payent un prix existant, on leur dit maintenant, le logiciel va coûter plus cher, mais toi, comme tu étais déjà là au début, Ouais. on te garde ton prix. Et- Mais ça, en fait, c'est un peu… Donc tu les gardes et les anciens. Au Ouais, prix les des anciens, tu les gardais. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que soit tu fais ça en créant des nouveaux plans et du coup, tu as de l'expansion parce que les gens passent d'un plan A à un Ouais. plan B où ils ont plus de fonctionnalités. Soit les gens, tu les fais tous passer d'un plan A au plan plus cher. Ouais. Et là, c'est ce qu'on a fait l'été dernier. Ouais. Et l'été dernier, tu vois, en faisant ça, on est passé genre à 120% de net rétention sur un mois, tu vois. Ouais. Parce que en fait, toutes les personnes qui étaient dans un plan qui payaient l'ancien prix, ben, en fait, on leur a dit maintenant, les gars, vous avez bénéficié de cet ancien prix pendant X années et on veut avoir un pricing cohérent pour tout le monde. Et donc, Ils passaient de combien en moyenne les gens pendant que bah, il y a vous eu avez tout, fait tu ça? vois. Il y avait des gens qui étaient là depuis 2 ans ou 3 ans chez nous, donc qui étaient encore sur le plan à 34 balles, par exemple. Et là, ils sont passés à 59. Après, t'en as qui étaient à 49, c'est qui sont costaud. passés à 59. Ouais. Mais après, c'est là Mais aussi on où tu… reste quand même, on est quand même dans des c'est pas gros comme Bah, augmentation. quand même. Ouais, mais en fait, tu… C'est presque 50% d'augmentation. En fait, C'est très dur oui. à faire. Ce qui est, en fait, le truc, 60 c'est euros. que… Oui, oui, mais. En fait, il faut le voir à la taille d'une équipe, tu vois. Parce que si tu as, typiquement, c'est 59 balles, mais si tu as 10 users, Par user, hein, ouais. tu payes. Ah, tu c'est vois. par user, Ouais, là. c'est par Ah bah oui. utilisateur. D'accord. Ouais, ouais. Les multiplications, c'est cool. Non, non. J'arrive. Je finis mon truc là parce que je suis en train d'aller chercher quelque chose. Il est en train de prendre les infos là. En fait. Non, parce que je vous le donne. Il a les mis miennes pas, après. il- J'ai fait ça moi et ça c'était une catastrophe. Je vais vous en parler après. Ah, ok. On l'a fait au mois de mars. Ok. Toi, est-ce que toi, tu as fait ça et comment Alors, ça s'est passé? À quoi ça Nous, ressemblait? au début d'Aircall, ouais, on l'a un peu fait. Ouais. Parce qu'on a un peu cherché notre pricing. On a eu 3 types de pricing. Mais là, je vais aller vraiment aux prémices d'Aircall. Notre premier pricing était vraiment pas cher. C'était 18 euros ou dollars pour 3 utilisateurs. Donc là, tu vois, pas 4 Ah euros. ouais. C'est pas cher ça. C'était vraiment pas cher. Du jour au lendemain, on a dit, mais en fait, avoir que des petits utilisateurs, c'est compliqué. Et puis, en fait, à base de 18 euros, faire de la croissance, C'est dur. c'est dur, ouais. Du jour au lendemain, on a passé à 200 euros pour 10 utilisateurs. Donc, alors on a fait comme Guillaume, c'est-à-dire que les anciens, vous pouviez rester sur vos trucs, mais les nouveaux, vous passiez là-dessus. Et donc, en fait, indirectement, on a mis un minimum à 10 users à ce moment-là. Mais c'était bizarre. Hein. Et on l'a gardé pendant 6 mois. Alors, c'était cool parce qu'on a attiré des clients un petit peu plus gros. On évitait d'avoir des petits clients. Mais ça a été très compliqué. Et à un moment, donc, on est passé à notre pricing actuel qui est entre 30 et 50 euros par utilisateur. C'est simple, c'est basique. En revanche, la chose qu'on n'a pas faite encore aujourd'hui, et ça va arriver, donc s'il y a des clients Aircall, malheureusement, c'est une grande news. Non, mais on n'a jamais augmenté les prix, nous, de nos clients à date. C'est-à-dire une augmentation qui est dit sur le contrat. Pourtant, c'est sur nos contrats, on ne l'a pas fait. Tout le monde a été grandfathered. À chaque fois qu'il y a eu des mouvements. Ouais, en tout cas, sur nos contrats, on dit qu'on veut augmenter entre 5 et 7% par an. Et vous le faites. Donc là, tu as encore des mecs qui ont le truc à 3 users à 18 balles. Ouais, il doit y en avoir. Ah ouais. C'est possible, C'est beau, ça. C'est possible qu'il y en ait. Ok. ok. Euh, Est-ce qu'il y en a dans la salle? Et là, je pense que c'est très important. Ça, il faut le faire.
Ne tombez pas dans ce travers. Nous, on l'a pas fait pour les mauvaises raisons, parce que en fait, on était très focus commercial, on avait une net rétention incroyable, et on se disait c'est pas grave, on n'a pas besoin. Mais c'est une bêtise, parce que en fait, vous habituez les clients à quelque chose de pas sain, parce que c'est sain d'augmenter de 5-6%. Tous les ans. Pourquoi? Parce que vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a de l'inflation, il y a plein de raisons en fait à le faire, donc il faut le faire. Et nous, on va le faire là sûrement courant 2023, début 2024, on va voir. On attend, on va sûrement le faire par segment, à essayer de comprendre lesquels segments sont les moins price sensitive, parce que c'est aussi un jeu dangereux, parce que en fait, vous remettez tout en cause à ce moment-là, même si c'est dans le contrat. La personne se rassoit dans son siège. Ça réveille des gens. Hein. Et il dit « Ah, alors attends, allons revoir sur le marché de quoi est fait la concurrence de Donc, il faut le faire en bonne intelligence. Moi, quelque chose sur lesquels, puisqu'on parle de comment augmenter notre rétention, et nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, en dehors de toute la partie un peu product-led grosse, il y a vraiment un aspect commercial au Customer Success. Hein. Le Customer Success, c'est important que dans leur mindset, ça soit assez clair, c'est du commercial. Vous êtes des commerciaux, surtout si vous faites du SMB. Je ne sais pas qui fait quoi ici, mais quand j'appelle SMB, c'est en gros moins de 100 utilisateurs sur votre plateforme par entreprise. Globalement, je mets ça dans les SMB. Et là, il faut avoir des Customer Success qui sont commerciales, qui ont des process de commerciaux, c'est-à-dire qui suivent leurs clients, qui font des QBR, qui font même du cold calling auprès de leurs clients. Salut, je t'appelle, j'ai envie de savoir comment ça va, l'utilisation. Est-ce que je peux t'aider à mieux utiliser la plateforme? Est-ce que je peux te vendre un nouveau produit, etc. Si vous êtes multiproduit, c'est magnifique. Il faut être multiproduit. On ne l'a pas fait chez Aircall, encore une erreur. Vous voyez, et pourtant, vous voyez, je vous donne des conseils que nous, on n'a pas fait et on a réussi à faire pas mal de choses. Mais être multiproduit, c'est hyper important. Et donc, avoir cette mentalité de commercial et pas se dire, on va juste attendre que le mec ajoute des licences, parce que dans plein de cas, ça ne va pas arriver. Mais de la même manière que votre produit est sûrement canon et hyper bien, mais ils ne vont pas venir tout seuls. Donc, c'est un travail de commercial et c'est super important de le faire. Et par-dessus tout, par pitié, connaissez vos clients. Ne faites pas des cold calls bêtes, vous ne savez même pas pourquoi vous appelez ce client. Vérifiez les derniers tickets au support qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est plaint de quelque chose? Et s'il s'est plaint de quelque chose, venez équiper. C'est-à-dire, vous savez, il s'est plaint de quelque chose, hop, c'est le jeu d'entrée. Voilà, j'ai vu que vous aviez ouvert un ticket de service client, je voulais savoir si ça s'était bien passé, etc. Et pour ça, je parlais d'intégration un peu. C'est hyper important d'être intégré à 360 et donc d'avoir une vision success, donc vraiment customer success, qui connaît son client dans tous les sens du terme. Comment il utilise le produit, quels sont ses pains, pourquoi il ouvre des tickets clients, service client, et finalement, même quelles sont les dernières discussions. Peut-être qu'il y a des infos. Et l'IA, on va en parler après probablement, et Guillaume, je sais que vous vous mettez pas mal dedans, et nous aussi. Remonter des informations, c'est hyper important. Donc commercial, à ce niveau-là, c'est super important. Et souvent, les Customer Success l'oublient, quoi. Alors sur les changements, je finis le truc sur le changement de pricing. Je pense que c'est important qu'on boucle la boucle là-dessus. Donc il y a pas mal d'experts, il y a 2-3 experts pricing aux US qui sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent grandfather pour tout le monde tout le temps, et d'autres qui disent t'augmentes le prix pour tout le monde tout le temps. Ouais. Notre plus gros concurrent s'appelle Sprout Social, ils font 300 millions d'ARR, ils ont grandfather tout le monde tout le temps depuis toujours. Et nous, on a grandfather tout le monde tout le temps, et puis un jour on s'est dit bon allez ça suffit, il y a des mecs qui payent un peu comme les 18 balles, les gars du début, balles, il y en a qui payent 299, ils ont 15 users, ils gèrent 150 profils sociaux, c'est une aberration. Aujourd'hui, s'ils arrivaient et qu'ils voulaient devenir clients chez nous, ils paieraient 1008. Donc ils payent 300, ils payent 1008, c'est pas normal. Donc on y est allé, on a dit bon voilà, le nouveau pricing c'est ça, ton pricing est vintage, il va mourir. Ouais. Mais bon, on va pas te faire passer de 300 à 1008 et que tu es là, tu es fidèle et tout. Allez, on se parle et on te fait une offre que tu peux pas refuser. Et en gros, l'idée c'était de dire tu passes de 300 à 550, ce qui était raisonnable. Et le mois où on a fait ça, on a perdu 10 000 de MRR. Le mois d'après, on a arrêté. Et donc, moi, je pense que tu n'aurais pas dû faire une discount. Ouais. J'aurais dû dire 300 à 1800. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu dis si c'est ça le prix, c'est ça le prix. Tu vois. Là, j'ai peur que ce n'est pas 10 000 que j'aurais perdu, c'est 20 ou 30.
Et donc, on a arrêté Est-ce de que faire tu ça. les rattrapes pas normalement? Nous, Bah non, quand on l'a non, fait, on a fait tu une le expansion, rattrapais mais pas avec l'expansion. Non, l'expansion, elle était moins forte que le churn que ça a Donc, généré. Après, ton produit est price sensitive. Mon marché est très concurrentiel, il y a plein d'alternatives, il y en a plein qui sont pas chères, elles sont pourries mais elles sont pas chères. Et voilà, et bim Et donc il faut aussi, on a chacun notre histoire, notre marché, et on peut pas appliquer les recettes des autres. Ce qu'on fait par contre, c'est quand on crée un nouveau plan, on stoppe les nouvelles features dans les anciens plans. Ah, ça, c'est très, très C'est-à-dire bien. qu'on ne met plus aucune feature dans les anciens plans. Là, on a ajouté TikTok au mois de novembre. Tous ces fameux plans à 300 balles pour machin, ils n'ont pas TikTok, ils n'ont pas Google My Business, ils n'auront pas Ça, c'est WhatsApp faire. quand ça va arriver. C'est très etc., fair à etc. faire. Mais c'est du taf produit, quoi. C'est du taf produit, mais c'est ça vrai. vaut la peine parce que quand les gens disent « Ah, je veux TikTok », et là, tout d'un coup, c'est lui qui vient à toi et qui veut payer 600 au lieu de 300 parce qu'il veut TikTok. Donc, et ça fonctionne bien. Voilà, le petit conseil d'amis, c'est faites plutôt ça, forcez pas. Et l'autre truc qu'on va essayer, c'est le coût de 5%. C'est de dire tous les fameux legacy, là, on va leur faire 5%. Non, mais même pas les legacy. Ouais. Tous les contrats, à leur anniversaire, Ouais. 5% d'augmentation. Salesforce fait ça. Ouais. Alors, oui, je dis quelque chose qu'on n'a pas appliqué. On n'a pas donc encore c'est fait. hyper facile. C'est très facile pour moi. Donc allez-y. Non. Mais les grosses boîtes dans le SaaS le font. Ouais. Et c'est bête de se priver parce qu'en fait, donc si tu arrives à faire ce que tu fais en ne donnant pas les nouveaux produits, ça c'est canon. Mais moi je vois tout de suite le pain là-dedans, qui est qu'en fait ton équipe produit et ta tech doit faire plusieurs produits qui fonctionnent différemment. Ouais, mais ça marche. Je sais, mais Ils ont mis en place une architecture qui leur permet de faire ça. ouais. Qui est- Ouais, qui est- bah qui donc si leur ça n'a pas été complique pensé trop au la début, vie. c'est Ouais, catastrophique. oui, il faut vraiment le penser dès le début en termes d'archi. S'il y a des ingés parmi vous ou s'il y a des gens qui fabriquent, qui sont en product, c'est quelque chose qui doit être intégré. suis J d'accord. plus 0, sinon c'est un espèce de calvaire absolu, quoi. Ouais, bien sûr. Tu avais une question? Bah là, ça va être une influence de conversion plutôt que de rétention, non? Ouais. Non, je vois exactement la question. Nous, au début d'Aircall, et ça c'est une erreur, enfin, c'est pas une erreur, si c'est une erreur, c'est en fait, souvent on a tendance à séparer les commerciaux du customer success. Et en fait, ils peuvent très bien fonctionner sans trop se parler, quoi. Mais c'est vraiment pas bon. Et donc en fait, les commerciaux, ils se parlent, ils closent le deal. Le gars lui a dit, alors moi je commence avec 20 users, mais dans 6 mois, je vais te mettre 30 users. Bon, c'était mis nulle part. Ou si c'était mis dans la sales note que le customer success n'avait pas spécialement checké. Et en fait, c'est une info qui est hyper importante, mais qui passe à travers les mailles du filet. 6 mois passent, personne n'a checké ce truc-là. On n'a pas donné l'info proprement, il n'y a pas un process défini pour ça. Et en fait, on loupe de l'expansion. Et donc, pour moi, un bon sales process, c'est quelque chose où le customer success est au courant de comment la personne a été closée, quels sont les plans de cette personne, quels sont les besoins de cette personne, et accompagne dans la suite. Et nous, d'ailleurs, c'est pour ça que les commerciaux accompagnent, sont même incentivés pendant les 3 premiers mois de la vie du client. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, toute l'expansion va au commercial. Et donc, le customer success, lui, est aussi impliqué pendant ces fameux 3 mois. Mais du coup, ils sont obligés d'échanger. Parce qu'il va y avoir des problématiques sales ou des problématiques customer success. Donc, c'est extrêmement important que les deux entités se parlent et fonctionnent main dans la main. Parce que sinon, on jette finalement la patate chaude à quelqu'un qui récupère, qui ne sait pas. Et d'ailleurs, 6 mois plus tard, probablement, la personne qui a acheté peut-être même ne se souvient pas de ce qu'elle a dit ou elle a changé. Et donc, en fait, l'opportunité est finalement un peu enfouie et il faut reprendre tout au début. On a parlé de customer success. Je crois qu'il y a une question. Ouais, allez. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le customer success qui doit être commercial aussi. Ouais. Il se fait comment le trade-off de te dire, dans le cycle de vie de mon client, le sales le passe au customer success, mais pourquoi c'est le customer success qui va vendre et c'est pas le sales qui a closé qui va revenir en fait, qui est formé pour ça. Et je c'est sais, deux types de recrutement différents. C'est marrant Alors, parce que c'est. on va faire un petit sondage. Relevez la main, tous ceux qui sont dans une fonction customer success. Plus haut qu'on vous voit bien. Parmi vous, qui vient du support? Laissez la main en haut si vous venez du support, si vous venez des équipes support, si vous avez un rôle essentiellement d'assistance au succès et de support et de soutien des clients et pas de vente et pas d'expansion. Il n'y en a qu'un? D'accord. Donc tous les autres, vous êtes des commerciaux et vous vendez, vous avez un quota. Vous êtes tous quotas? Les autres, vous avez un quota?
Non, si vous n'avez pas de quota, vous n'êtes pas commerciaux. Hein. On vous a mytho. Je peux y venir parce que Vas-y, en fait, vas-y. j'ai essayé de le faire là en interne. Ça a un peu fait débat, Ouais, scandale. forcément. Parce que les commerciaux sont là, non mais c'est bon quoi. Filez-nous l'expansion. Arrêtez de dire au customer success de faire ça. Dites au customer success de se focus sur la rétention, Et le sur l'usage l'utilisation, du l'usage. produit, comment on l'utilise, etc. Je pense que ça peut marcher ça, mais plutôt quand on est multi-produit et dans des produits un poil enterprise. Dans un produit SMB, nous, notre client moyen, il a une vingtaine d'utilisateurs. En fait, le customer success, il est au quotidien avec ce client. Ça serait limite bizarre de dire « Ah, vous avez une opportunité d'expansion? Attendez, je vais vous mettre le commercial. » Ou même le commercial qui débarque comme ça, qui envoie des emails ou il appelle le gars. « Ouais, salut, je voulais savoir si tu avais plus de licences. » Ouais, en fait, je parle avec le customer success. Je lui ai dit qu'en ce moment, on était en redressement. Enfin, tu vois. Non, mais, et dans le SMB, c'est un peu chaud, sauf, je mitige, vraiment, sauf s'il y a vraiment du multi-produit. Et donc, un commercial peut venir taper dans la base de manière très agressive. Dans notre cas, il est vraiment avec l'admin et il redescend en bas, quoi. Tu vois? Parce que, alors, et c'est le cas d'Aircall, il ne faut pas généraliser, mais nous, l'outil est utilisé par les utilisateurs au quotidien. Leur valeur, elle est prise par les utilisateurs, évidemment, mais le Customer Success, lui, il apporte surtout une valeur de clarté, de métriques au manager. Et donc, au quotidien, c'est le manager qui manage les utilisateurs. Tu vois, on n'est pas product-led growth, c'est très important. Dans le product-led growth, je pense que tu es beaucoup plus proche des users. Nous, les users, en fait, on leur parle peu. C'est des agents de centre d'appel, c'est des commerciaux qui sont très occupés à toute la journée à faire des calls. Tu vois. En fait, tu as support, success et après, tu as même inside sales. Enfin, tu vois, tu peux T'as faire aussi success un peu- chez toi? Non, non, nous, c'est. En fait, si maintenant, nous, c'est splitté du coup. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que comme on a des clients qui sont plus gros, en fait, on a des clients tout petits et des clients plus gros. Les clients tout petits, globalement, ils n'ont pas de success. Non support. C'est du support. Donc, on répond à leurs questions et on les aide comme on peut, tu vois, mais vraiment self-service. Donc, beaucoup de contenu, des vidéos in-app, des masterclass, etc. Et après, on a des clients qui sont plus gros. Et eux, il y a une équipe success qui doit les appeler au moins 2 fois par mois. Et c'est direct avec, tu vois, des managers. En fait, le success, c'est typiquement, tu as une grosse team. Et pour vous, je pense que c'est la même chose. Donc, en gros, tu vas être sûr qu'ils ont eu le maximum de valeur dans le produit pour potentiellement qu'après, il y ait des expansions. À partir de combien de success? Nous, on fait success quand c'est des contrats, je crois, au-dessus de 100K par an, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, donc, c'est limite de l'account management. Ouais, Et toi? Non, nous, c'est à partir de 10 utilisateurs, 10-15, vous avez un customer success qui manage beaucoup de comptes. Et en par MRR, définition. ça fait combien? 10, 15 chez vous? Alors, 30 fois 10, ouais, 3, ça 400. dépend, non, ça fait plutôt 10-15, ça fait plutôt 500 € par mois. 500 € par mois. Donc, Ok. c'est un compte. Et qui va faire C'est cas beaucoup. annuel. Donc c'est du masse. Ouais, ok. C'est ça. Mais il a beaucoup C'est de du one comptes. to many, quoi. Voilà, Ouais. il a vraiment beaucoup de comptes. Donc, le temps qu'il peut donner à chacun de ses comptes, on essaie d'automatiser beaucoup le travail. Mais c'est là où c'est important d'avoir aussi un outil adapté Ouais. pour connaître ses clients. Parce que, et je peux que le conseiller, d'avoir des outils un petit peu. Des outils, c'est pas un CRM, mais c'est un CRM orienté Customer Success. Des Gainsight, des Totango. Bon, c'est des outils hors de prix. lequel, ouais. Attention, Totango, Ouais. c'est hors de prix. Hein. On parle d'outils à 200-300 000 € par an. Ah, nous, on utilise Planat, on est à 40 000, je crois. Ouais, Ouais. c'est- C'est très cher, mais ça vous permet de mapper vos clients, de faire de la communication surtout auprès de vos clients de manière un peu massive et de donner cette impression aussi un petit peu personnalisée et de prédire les choses. Il y a un truc qui est très important dans le Customer Success, c'est qu'il faut sortir du réactif. Et je donne le même conseil au service client, il ne faut pas être dans la réaction, il faut être dans la proactivité. Et donc la proactivité, ça veut dire connaître le client, savoir qu'il a ouvert des tickets support. Par exemple, c'est dire il a ouvert 3 tickets support, 3 nouveaux tickets support Ça sur craint. les 2 dernières semaines. Il faut que ça mette une alerte au Customer Success. Il ne faut pas que le gars il soit tout seul là et toute la journée à hurler sur le Customer Support. Alors, ça m'amène à deux trucs. Ça m'amène au red flag. Est-ce que vous avez un moyen, chez Aircall ou chez l'Emlist, l'Empire,
de détecter un risque potentiel de churn pour intervenir avant qu'il arrive? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose comme ça ou essayé et avez eu un succès ou quelque chose qui fonctionne avec ça? Nous, on a des petits algos, quoi, mais assez basiques. En gros, ça dépend des produits, tu vois, mais sur l'Emlist, qui est le plus mature, ouais, on a mis en place en fonction de combien de fois les personnes se loguent sur la plateforme, est-ce qu'il y a des supports combien de tickets, est-ce que les résultats des campagnes ils sont mauvais ou pas. Parce qu'en fait, nous, les gens, ils font de la prospection, donc on sait combien de réponses ils ont, combien d'intéressés ils ont. Si on voit qu'ils sont nuls, bah ouais, on se dit clairement, il y a un problème, tu vois. Il faut aller les éduquer, il faut envoyer une team success ou il faut leur envoyer le bon content, parce qu'on automatise beaucoup de choses. Donc on a pas mal de… on a fait notre petite popote. Vous avez fait un help score un peu ouais, comme ça? et après tu regardes, tu vois, après tu essayes de voir. En fait, tu n'es pas obligé de faire un truc over-engineered avec un milliard de trucs. Tu fais un truc un peu simple au départ et tu regardes est-ce que ton petit algo il fonctionne, est-ce qu'il y a une corrélation avec ton taux de churn et est-ce que tu arrives à impacter. Mais ouais. Tu l'as fait sur quoi l'algo? Bah, on fait, en vrai, c'est des trucs tout cons des fois qui passent juste par soit directement en base de données, soit tu vois sur des Google Sheets pour le customer success. Ouais. Quoi. Alors nous, ouais, évidemment, il y a 3 métriques qui sont assez importantes à surveiller, surtout quand on commence à avoir beaucoup de clients et on s'y perd toujours. Et quand on avait 3000 clients, c'est déjà beaucoup, 3000 clients. Maintenant, on en a 18 000. Donc, je parle de 18 000 entreprises, donc fois des dizaines d'utilisateurs, ça fait beaucoup de monde. Et donc, il y a 3 trucs vraiment qui sont hyper importants. C'est surveiller donc, finalement la net rétention individuelle du client. C'est-à-dire qu'un client qui a 40 utilisateurs et en un mois, globalement, il passe à 20, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, il se passe quelque chose. Et il y a plein de clients, ils enlèvent leurs utilisateurs et voilà. Et ça peut passer à la trappe. Parce qu'une équipe de customer success, elle a ses centaines de comptes, elle peut pas spotter ce truc-là si elle n'a pas l'outil adapté. Spotter ça. Les tickets support. Un client qui fait beaucoup d'un coup. Beaucoup de tickets support, qui est mécontent, ça veut dire, à première vue. Il n'ouvre pas des tickets support pour nous remercier. Ouais. Peut-être, ça peut arriver. Juste pour mettre une review positive. Non, voilà, surveiller. S'il y en a beaucoup, on surveille, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, le pourquoi du comment. Et l'autre cas qu'on peut oublier, et méfiez-vous de l'ultra-expansion. Le gars qui passe de 20 utilisateurs à 100 en un mois et demi, sûr que sur le coup, on a envie de se frotter les mains et de se dire, bon, c'est pas mal tout ça quand même. Attention au revers de la médaille. Et nous, on le voit, mais vraiment tous les trimestres. Hein, c'est nos très gros clients qui passent les 500, 700, 800, qui commencent à être pour nous, c'est tendu. On sait qu'on a du mal à les tenir, les 700, 800, parce qu'en fait, ils auraient plutôt tendance à devoir utiliser des outils de type centre d'appel, costaud à la Genesis, Avaya, qui sont des outils qui coûtent des millions, hein, vraiment en millions d'euros. Ça coûte et en implémentation et en coût annuel. Et nous, on est content de les avoir pris, ces clients. Hein. On les a accompagnés de 50 à 100, je peux te dire que c'est sympa. Et sauf qu'après, au bout d'un moment, ils coûtent très cher à la boîte parce qu'en fait, ils prennent tout le temps dans le Customer Success. Et vraiment, je rigole pas, un 700 utilisateurs, il est capable de prendre 5 jours sur 7 dans le Customer Success. Il est capable. Et donc, les surveiller, pourquoi ils croient, qu'est-ce qui se passe, où on va là. Et de prévoir s'il va y avoir un churn. Savoir qu'on va avoir un churn, que ce soit du côté finance et du côté FP&A en général, de se dire, OK, on va avoir ces churns-là, là, ils vont arriver. Ben, on prévoit un petit peu la suite des événements pour un peu aussi prévoir notre PNL & Co. Et donc, surveiller ça, c'est important. Je sais que ça paraît contre-intuitif, mais il y a peu de produits, à ma connaissance, qui sont capables de prendre des utilisateurs de 5 personnes et qui sont aussi bien pour 1000. Quoi. Pour 1000, Vraiment, il y a peut-être Salesforce et quelques boîtes comme ça, mais… Ils ne sont pas bien pour 5. Quoi? Non, mais attends, ils se battent. Hein. À 5 users, ils y vont. Hein. Ils viennent avec l'ordinateur chez toi. Hein, et ils vont te vendre. Hein. C'est super vendeur. C'est sa mallette. Mais bon. Est-ce que, puisqu'on parle de Customer Success et qu'il y en a quelques-uns, juste après on passe à ta question, est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact de l'équipe de Customer Success sur l'amélioration de la rétention du MRR? Ou est-ce que vous en êtes encore, comme beaucoup, à vous dire je ne mesure pas, mais de toutes les façons, il faut le faire, on ne peut pas ne pas le faire? Moi, je pense en vrai de vrai, il y a… Attention, on va avoir du vrai de vrai.
Non, mais en fait, le truc, c'est que je pense que depuis plusieurs années, on a trop tendance à pousser le côté data-driven. Et en fait, tu te retrouves avec des équipes qui veulent tout traquer. Et en fait, le temps que les gens passent à essayer de traquer, être sûr que la data, elle soit correcte, être sûr que tu n'aies pas des biais d'analyse. En fait, tu te retrouves avec des équipes qui passent tellement de temps à traquer, alors qu'en fait, au final, tu fais juste un truc. Moi, mon seul objectif, c'est de rendre mes utilisateurs successful. Donc, je me dis, si on rajoute du customer success, si on a un temps de réponse qui est rapide, techniquement, l'expérience, elle est meilleure et je suis OK d'aller dans ce sens et je n'ai pas besoin de tout mesurer. Donc, en fait, parce que, en gros, comment est-ce que tu isoles tes développements produits, le nombre de bugs en moins que tu as, etc., j'ai rajouté plus de success. C'est ultra compliqué, tu vois, d'avoir vraiment un… Peut-être, tu vois, sur des gros comptes où là, tu as vraiment mis un success et tu te dis, bon, ils passent du temps avec eux, tout ça. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est super dur à mesurer et je trouve que souvent, on perd trop de temps à essayer de mettre en place des outils d'analytics et tout, alors qu'au final, en fait, c'est juste de la logique business, quoi. Tu sers les gens de mieux en mieux, donc en fait, logiquement, overall, ça doit baisser, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le principe, jusqu'à ce que tu aies embauché une équipe de 40 personnes et que tu te prends un downturn comme on se prend depuis un an et que tu commences à tout compter et à te dire est-ce que je peux me permettre de payer encore 40 personnes pour faire ça ou est-ce qu'à 20 ils feraient le taf et en fait je ne sais pas. Ouais, Et là, donc, tu vois, il y a resegmenter le la moment où base. tu te prends la baffe de l'économie qui t'en met une je et que pense tu te dis est-ce que j'ai les qu'aujourd'hui, moyens d'eux, là t'en reviens quand même à des basiques. Quoi. Mais Ouais. c'est pour ça qu'il faut segmenter sa base. Nous, historiquement, tout le monde avait un customer success. Et Ouais. maintenant, on a resegmenté où les petits comme Guillaume, c'est du self-serve. Et c'est assez difficile à mettre en place parce que le gars qui a 8 utilisateurs et du jour au lendemain, quand il veut poser une question à son customer success, on lui dit parle au support. Le gars, il se sent pas bien, donc il y a une vraie conduite du changement. Mais resegmenter. Alors, pour répondre à ta question en bref, on n'a pas fait d'analyse poussée parce que voilà, mais en revanche, et je reviens un peu sur l'importance d'un customer success, l'expansion est importante, mais il y a aussi l'importance juste de s'assurer que la personne utilise bien le produit, etc. Et nous, on le voit, un client qui scale vite, si on ne s'occupe pas de lui rapidement, il rentre dans des travers du produit où il n'utilise pas bien, où, je dis n'importe quoi, il avait une intégration avec son Salesforce, mais il a aussi une intégration avec son calendrier, mais également une intégration avec sa base de données de contact. Et en fait, tout ça communique très mal, ça fait des doublons dans Salesforce, ça fout le bazar dans leur base de données. Si tu laisses faire ça, en fait, un jour, ça va te péter dans les mains. Et donc, c'est hyper important, justement, et c'est pour ça que data-driven là-dessus, c'est de dire je suis prédictif. Je vois le problème avant même qu'il soit arrivé. Et toi, nous, alors j'ai dit trois exemples tout à l'heure hein, sur les métriques, mais ça, c'est une autre métrique. C'est surveiller l'utilisation du produit. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire des bêtises sans même s'en rendre compte quoi. Le NPS, pareil. Suivre le NPS. Et là, c'est là où on parle des users. Je ne sais plus qui me parlait des utilisateurs tout à l'heure, mais là, pour le coup, surveiller les utilisateurs. Parce que les admins peuvent mettre des super NPS, et ça, c'est l'erreur de beaucoup de boîtes, c'est on surveille le NPS des admins. Si les admins sont contents, c'est bon, ça ne va pas te churner. Mais si les users ne sont pas contents, t'inquiète, ça va remonter un moment. Et ça va te tomber dans la face aussi. Et donc, en fait, le customer success, c'est un métier qui est très, très, très difficile et où il faut être méga data-driven pour justement être prédictif dans ce qui va arriver et être proactif et éviter les surprises de le produit en fait m'a foutu le bazar dans tout le reste de ma stack, donc je vais juste me tirer en fait. Les trucs qu'on utilise chez nous, donc déjà, pour moi, c'est limite même du marketing, tu vois, sur la partie éducation. Donc là, ça va être, nous, on utilise Customer.io. Donc en fait, c'est un outil où tu peux lui remonter plein d'événements. Donc par exemple, quelqu'un lance une campagne chez nous, c'est un événement. Quelqu'un a un taux de réponse supérieur à X, c'est un événement. Quand il a un taux de bounce, donc il utilise des emails qui ne sont pas valides, il a un événement. En fait, on a des centaines d'événements. Et à partir des événements, on crée des séquences en fonction. Donc ça, c'est vraiment très marketing. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour éduquer nos users pour qu'ils soient plus successful. Et après, tu as la partie vraiment support. Et là aussi, on a de la data intéressante, c'est avec Intercom. Parce que les mêmes events, on peut les remonter pareil directement dans Intercom. Et là, pareil, tu peux segmenter tes users, faire des campagnes, pousser. Et là, il y a même une partie maintenant plutôt qu'ils essayent de pousser avec Fin d'Intercom, donc qui est la partie IA de Customer Support. Et ça, clairement, dans les prochaines années, je pense qu'on va avoir de moins en moins de support et de plus en plus de succès parce que honnêtement, l'IA, elle va être meilleure
que, Ton agent. que ton agent. Mais vraiment de loin. Moi, ça m'arrive, tu vois, j'ai une équipe, on va dire, je pense qu'ils sont peut-être 14 ou 15 en support success. Et en fait, ça m'arrive d'aller regarder des tickets. Et des fois, en fait, tu vois des agents qui parlent ultra mal aux users parce que, en fait, je sais pas, ils ont été énervés, ils avaient un mauvais jour et tout. Et ça arrive à tout le monde. Et moi, je le sais, tu vois, je faisais le support pendant 1 an et demi au début de la MIST. Il y a des fois, tu as des users, en fait, c'est la 8e fois qu'ils reviennent, ils sont teubés. Je peux pas leur dire que tu es teubé. Donc, en fait, tu te dis, il y a un moment, je vais juste, je sais pas, je t'ai envoyé tout le contenu et tout. Et genre, tu sais, ça te tape un peu sur les nerfs. Et donc, toi, moi, c'est pour ça que j'avais recruté des gens un peu plus patients que moi, un peu moins sanguins et tout. Mais dans les faits, en fait, les gens sont humains. Donc, c'est normal des fois de péter un câble. Sauf qu'un bot, il pètera pas un câble, tu vois. ChatGPT, même quand je lui demande des trucs de ouf et que c'est moi qui ai mal posé la question, il me dit « excusez-moi ». Donc, il adore. Guillaume, il s'excuse pas. Si tu es teubé, au bout d'un moment… Nous, à minima, c'est entre 1,8 million d'ARR à 2,3, 2,4 selon la typologie de son portfolio. Donc quelqu'un qui va avoir un portfolio plutôt mid-market, donc avec des boîtes de plus de 50 utilisateurs, va gérer assez peu de comptes, mais pour le coup va avoir un bon 2,5 millions, 2,6 millions en portfolio. En revanche, quelqu'un qui a que du SMB, des 7-8 users par centaine, là ça va être plutôt 1,8, 1,9. Ça fait combien de comptes? Tu dis, faut faire une division, ça dépend de la taille. Parce que moi, je compte en Mais nombre de boîtes. ça peut être parfois des CSM très small customer, il peut avoir 300 boîtes. Ouais. 300 boîtes, ok. Et du coup, la personnalisation, elle est impossible. Du coup, faire des QBR, c'est impossible. Ouais. Donc, c'est là où il faut être imaginatif un petit peu sur la manière de faire une sorte de webinar, mais sans le faire de manière physique, envoyer le bon contenu. Et j'aime bien ce que dit Guillaume sur avoir des triggers automatiques en fonction de comment tu utilises le produit. Ou pas, d'ailleurs. C'est-à-dire que, disons que il y a plein de choses, comment tu peux mapper ton produit et mapper les événements pour te dire, mais s'il ne fait pas ça, est-ce qu'en fait, il ne loupe pas une valeur du produit? Et donc, lui envoyer un mail automatique systématiquement parce qu'il ne fait pas telle ou telle chose. J'en sais rien, nous, par exemple, un truc qu'on faisait, c'était lorsqu'on voyait qu'une boîte était utilisatrice d'un CRM et qu'on voyait que dans sa stack, son CRM, il utilisait d'autres outils, on disait, mais attends, mais pourquoi tu ne t'intègres pas aussi à ces outils-là? Et donc, en fait, tu lui apportes de la valeur. Et donc, c'est important de montrer que tu comprends l'utilisation de la personne. Au même titre que, je dis n'importe quoi, et nous, on le fait vraiment, ça, pour le coup. Si on voit qu'un client a un pourcentage au-delà de 20% d'appels manqués, on lui flague. On lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème d'horaire d'ouverture, tu as un problème d'agent où il n'y a pas assez d'agents, ou tu as un problème, peut-être ton message d'accueil n'est pas bon. Faut qu'on se parle, là. Tu vois, c'est vachement plus facile de parler à quelqu'un quand tu viens avec quelque chose à lui offrir, en fait. Versus, je viens juste te vendre un truc. Donc, ayez toujours cette approche consulting, constructive. Et là, il y a un de mes anciens d'Aircall qui est là et qui a été un expert là-dedans, dans la manière de je ne suis pas là pour vous vendre, je suis là pour vous aider, quoi. Une approche consultative. Côté sales, c'est très fort. Et encore côté succès, c'est encore meilleur parce que vous avez ce biais qui est, vous êtes là pour aider. Et il y a le mot success dans votre mot. Nous, dans l'équipe Success, on a quelqu'un qui fait que le one-to-many, qui on appelle Success Ops, et elle fait que par email, que par in-app, que par workflow. Le produit aussi a un rôle à jouer là-dedans, parce qu'il n'y a pas que Success. Le produit peut faire des workflows dans le produit, des petits trucs qui clignotent, vous vous rappelez l'attention sur une nouvelle feature qu'ils n'ont pas utilisée, complètement, etc. Quoi. Donc là, nous, on incentive les PM sur l'usage et sur le pourcentage d'usage et la croissance d'un usage. Donc ça peut aider aussi à la découverte de ça et au succès. Tu avais une question. On a pas mal parlé d'expansion sur le même buyer, la même équipe. Ouais. Comment vous avez fait pour aller chercher d'autres équipes, que ce soit par le produit ou que ce soit par… Donc faire de l'expansion, mais pas dans la même Du boîte. cross-sell, quoi. Par une équipe chez LVMH, quand tu vas chercher d'autres filiales. D'accord. Les Cross-sell, filiales d'une boîte existante, les autres marques d'un grand groupe d'agroalimentaire, etc., etc. Account management, un peu, on appellerait ça en quelque sorte. Ouais, c'est là où les sales, souvent, les sales veulent intervenir. Et sont souvent frustrés, en tout cas chez Aircall, de dire, attends, là, tu n'avances pas. Et je vois Dan qui rigole derrière, parce qu'il le sait.
Quand tu signes un compte, parfois tu commences en effet avec les 20-30 users, mais c'est là où c'est important que le sales et les success se parlent. Et je crois qu'on a un bel exemple, je ne sais pas si c'était toi qui l'avais closé, Dan, c'était Wall Street English, où on avait une belle filiale, mais en fait il y avait des centaines de filiales. Et il nous l'avait dit, côté commercial, et le commercial il était là, on va y aller là ou pas parce que... Ça, c'est mon sujet du moment. Alors, on va creuser en 2 secondes et demie. Qui ici, parmi ceux qui font du Customer Success, sont en charge d'aller faire l'expansion des comptes annexes des autres marques, des filiales du client qu'on a closé, etc. Les CSM. 2. Assez peu en fait. OK. Et donc, pour les autres, c'est les sales qui sont en charge de ça. C'est l'équipe sales qui est en charge de ça. Je pense pas. Non, je parle chinois. Personne ne sait que je Non, attendez, non, là, je rephrase. Qui fait l'expansion côté Customer Success dans vos boîtes? Est-ce que c'est le Success ou c'est les commerciaux? Donc, est-ce que c'est le Success? Levez la main. Les commerces, Success, 1, 2, ah non, 3, Tout le 4, monde, ouais. 5, 6. Et qui a les commerciaux qui fait l'expansion auprès des clients? C'est-à-dire les commerciaux, donc le sales revient. Ok, donc c'est plutôt enterprise de ce que je comprends, toi, ton produit. Ouais. Ouais, alors Et vos pas produits, c'est plutôt des l'expansion enterprise, j'imagine. Du compte existant, l'expansion du compte annexe, la filiale à l'étranger de la boîte. Quoi. Ok. Mais plutôt, tu vises des boîtes grosses. Et c'est ça un peu ce que j'ai compris ces dernières années, c'est qu'en fait, pour que les commerciaux fassent l'expansion, c'est plutôt quand c'est des produits chers pour des grosses boîtes. Je suis pas d'accord. C'est ce qui ressort, hein. Regarde, là c'est 100%. Le truc que je trouve très difficile pour un CSM, c'est faire les deux, d'avoir hein. la technique, parce que c'est la gestion des objections, comment on fait une discovery, comment on découvre la peine, comment on fait émerger tout ça pour pouvoir aller taper. C'est ça que je viens de... Oh putain, oui, t'as raison, j'en ai besoin. Je suis désolé, mais un CSM, il est pas formé à ça. Et il ne le fait pas bien. Donc si tu lui demandes, alors que les autres, on a une sales school, il faut les former. on a investi un pognon et un temps de dingue à ce qu'ils deviennent bons là-dedans. Et tu peux pas. Et les sales, ils sont pas excellents dans le produit. C'est pas des experts produits. Donc à un là, on demande une expertise produit pour qu'ils puissent accompagner au succès dans l'usage du produit. À l'autre, on demande complètement autre chose. Donc difficile, Je sais. quoi. Et c'est un débat, je pense, sans fin. Ouais. Tu as la solution à notre problème. Vas-y, dis-nous. Vas-y. Alors, le CSM qui fait ça, ça permet de leverage la relation qu'il a. Tu as raison. Donc, typiquement, moi, ce que je fais, c'est un SPIF. Le CSM, il identifie les potentiels d'autres boîtes, d'autres marques. Ouais. Il a 100 balles par SEL, par Sales Accepted Lead, qu'il aura déclenché. Donc, lui, il est hyper motivé de leverager la relation. On profite de la relation. Mais celui qui sait gérer les objections, la concurrence, pourquoi on est meilleur que Sprout et patati et patata, c'est l'EI qui va aller le closer. Non, mais les deux modèles existent. Ouais. Enfin, je pense vraiment c'est au cas par cas, quoi. Mais on n'a pas répondu entièrement à ta question et j'aime pas ça. Non, il y a un gros truc. Alors, je récapitule la question pour ceux qui n'ont pas entendu. C'était comment, lorsqu'on fait du grand compte et qu'on a une filiale ou une équipe, on va chercher le reste. Ouais. Et en effet, c'est très difficile. Et pour moi, c'est là où c'est intéressant de pouvoir remettre les commerciaux dans la boucle, parce que le customer success, je vais dire, c'est pas négatif ce que je dis, mais leur nature est là, ils sont là pour aider, pour accompagner le client. Et c'est vrai que réouvrir des conversations de A à Z, c'est compliqué. Donc, mettre les commerciaux, trouver son champion, c'est hyper important. Qui est le champion dans la boîte? Un peu comme les sales, quoi. Tu vois, un médic ou tu vois, n'importe quel truc, mais il y a un champion toujours. Et qui est le champion de la boîte? Et ce champion dans la boîte, le leverager. Présente-moi aux autres filiales. Comment on remonte plus haut? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est selon le produit que tu vends, tu vois? Mais c'est hyper important, pour le coup, là, d'avoir un process très fin sur voilà nos boîtes, voilà nos champions, comment on va les adresser. Et si ça doit être les commerciaux, très bien. Ce n'est pas négatif qu'un commercial le fasse. C'est vraiment en fonction. Il pourrait le commercial aller chasser directement les autres marques de LVMH. Mais qu'est-ce qu'il va perdre s'il ne bénéficie pas du CSM qui connaît Dior et qui va aller lui dire je vais te mettre chez Céline, je le connais, il est top, et elle non, mais tu chez reprends à zéro, quoi. etc. Ouais, un truc qui marche bien, tu vois, sur le champion, parce que la plupart des gens, on dit un champion, donc on pense
le gars qui est content, etc. et qui va te présenter les personnes. Un truc que tu fais avec tes CSM, par contre, c'est le champion, systématiquement, tu lui fais faire une success story. Donc, tu arrives avec 2 gars, surtout si tu fais de l'enterprise, 2-3 personnes qui ont des caméras, qui font un truc très quali, tu l'invites dans un bon endroit, bon resto. Et une fois que tu as la success story, nous, on l'a fait avec Zendesk. Hein. Je suis allé voir leur Head of Sales Europe, machin et tout. J'ai pris un vidéaste avec moi, j'ai payé ça 200 balles. On a fait une vidéo ultra quali. Et après, en fait, je lui ai dit, vas-y, fais-moi les intros. L'intro, tu fais le premier call avec les gens. Après, tu leur cales la petite success story. Comment ton équipe ici en Europe de l'Est arrive à faire plus de 30% de rendez-vous en utilisant telle méthode. T'inquiète pas que le Head of Sales Europe du Nord, lui qui a genre 2% de taux de réponse, il se dit non mais attends, si moi je fais 30%, je vais me faire X fois plus de cash. Moi aussi j'ai envie d'être successful et d'être invité à la fin de l'année à la retreat pour les top performers, tu vois. Mais en fait, il faut que les gens, plus que parce que juste un champion, ce qui est un peu chiant quand tu as juste un champion, c'est que tu as le truc de si ça se trouve, ils sont juste potes ou il s'est fait charmer pour X ou Y raison et maintenant il me fait une intro. Alors qu'au final, c'est du business. Donc le business, il faut qu'il puisse voir la vraie valeur ajoutée. Donc il faut que tu aies un use case dans la boîte qui soit ultra solide avec voilà ce qu'on propose, voilà le problème qu'on résout, voilà la solution et voilà ce qu'on leur a apporté. Et quant à ça, là les gens ils deviennent un peu jaloux et ils veulent la même chose pour leur département et ça se vend comme du petit pain, quoi. Je suis d'accord. Une question. Moi, j'ai juste un commentaire, en fait, je partage juste mes expériences que j'ai eues chez DocuSign ou chez UiPath, donc plutôt des gros deals enterprise et plutôt des grosses boîtes, mais il y a aussi un modèle en fait où on peut y avoir un enterprise qui est en train de gérer uniquement le net new, un account manager qui va gérer l'upsell et éventuellement le cross-sell sur d'autres départements, et le CSM qui est là pour gérer l'adoption. Parce que dans l'adoption, en fait, on pense à l'upsell, on pense au cross-sell, et dans le jeu du CSM, un des points importants, c'est gérer l'adoption. Pas parce qu'on a vendu 50, 100 ou 500 users à un client que derrière, en fait, il va les déployer aussi automatiquement. C'est aussi important, en fait, d'avoir côté CSM pour maîtriser le churn, le fait que l'adoption soit bien faite au fil du temps et au fil des projets. Ouais, et plus tu vends gros, plus tu spécialises et plus tu as plusieurs personnes pour gérer un même compte et plus on s'adresse à des SMB et mieux on a une personne qui fait tout, quoi. Non, et puis surtout dans l'enterprise, moi il y a quelque chose qui m'a sidéré quand j'ai regardé les chiffres de Salesforce qui sont publics, hein, c'est qu'en fait leur croissance c'est vraiment leurs clients, quoi. C'est-à-dire qu'un client, il rentre chez eux, il va payer 1 million, vraiment 5 ans plus tard, ce même client va payer 10 millions, quoi. Et c'est assez spectaculaire parce qu'en fait, pourquoi aller chercher ailleurs, quoi. Enfin, on a nos... Et ailleurs, ils vont venir tout seuls par le bouche à oreille, en fait, à un moment, quoi. Et la brand awareness. Ouais. De toute façon, Donc tu c'est peux Hotspot ou investir, Salesforce, donc, voilà. Et puis le CAC, globalement, une fois que tu as le client, un enterprise, le CAC, il est pas, enfin, c'est pas grand-chose, hein, il est là, le client. Donc c'est une force qui est commerciale beaucoup plus faible, puisque ce qui coûte cher, c'est le marketing. Vas-y. Oui, monsieur Delivet. Ah, attends, il y a Alex Delivet, la star de la soirée. Je pense que le premier truc déjà, c'est que si ton champion il change de boîte, tu as une nouvelle boîte à aller closer d'abord. Ouais. Et après, changement de champion, en fait, je pense que c'est du succès, quoi. Donc là, c'est plus être sûr que ton client a a déjà eu du succès avec ton outil et vendre un peu le ROI, quoi. Enfin, après, ça dépend des outils aussi. C'est une bonne question, hein, parce que c'est un moment dangereux, le changement de champion. Hein. On a perdu Surtout pas mal de qu'il- clients à ce moment-là, nous. Surtout hein. qu'il vient, il veut veut montrer faire- qu'il ouais, est. C'est ça, je je own maintenant, c'est moi. Et je connais. Moi le patron. Ouais. Surtout les gars qui Ou la viennent en patronne. mode playbook. Aux US, par exemple, c'est très compliqué, ça. Parce que le T'en gars, il connais vient. un, toi. Ouais. Non, mais il y a les gars qui viennent avec le playbook, c'est l'enfer, quoi. Il dit, attends, moi je sais On change tout. exactement- On change Voilà. tous les outils. Donc, attention, Toutes non, les un équipes. truc que j'aime bien faire et qui est assez important, c'est de vachement documenter la relation client. Pas juste tu as les mails, c'est de documenter. Avoir un outil où tout est documenté. Je pense à Topo qui est là, mais vraiment où tu documentes toutes les discussions, pourquoi vous êtes devenu client, quel a été le process, les différents QBR, etc. Et quand le nouveau champion vient, être proactif, dire « Hello, je suis le Customer Success en charge. Tiens, voilà toutes les informations dont tu as besoin, toute la due diligence, tout ce qui s'est passé ces dernières années avec vous, avec nous, bla. » Et en fait, ça prouve un sérieux. Le mec dit « Waouh, ok. En fait, moi, je suis important déjà. Hein.
Moi, je suis hyper important en tant que nouveau gars. Et en plus, je vois tout l'historique. Putain, c'est vrai que ça apporte vachement de valeur. Au lieu de te retrouver dans cette situation qui est insupportable, qui est de devoir prouver que tu sers à quelque chose. Ce qui est souvent un cas où le mec dit « Attends, mais moi, j'ai essayé tel outil, pourquoi pas tel outil, etc. » Donc ça, c'est assez important de prouver que tu es carré, en fait. Quoi. Tu vois, c'est un peu comme finalement quand tu es un salarié et que tu as un nouveau boss, c'est cool de lui montrer que tu es carré. Comme ça, on ne te remet pas en cause. Ouais. La Attends, question. attends. Le pauvre, je l'ai. Salut Dan. Rappelle le nom de ton produit. Topo. topo.io. Voilà, ça y est, c'est fait. À toi. Ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, il vient avec la formation BDR, avec les process BDR. Et donc, en fait, il est très agressif sur la base et ça porte vachement ses fruits. Ouais. Ça, je le conseille. Et vous n'en avez pas besoin de beaucoup, quoi. Nous, par exemple, quand on a commencé à le faire, on devait faire 50 millions d'ARR. Il y en avait un pour l'Europe et un pour les US. Donc, tu avais mis un BDR sur la base client existante. Ouais, donc, il devait être en charge de bien trier aussi, pas aller taper n'importe comment. Ouais. Et aller chasser, donc comprendre voilà, cette boîte, pourquoi sur LinkedIn, ou un truc qu'on avait fait, et j'avais trouvé ça, c'est assez basique, mais c'est t'extrais tous les LinkedIn de tes boîtes, donc boîte 1, boîte 2, boîte 2, boîte 3, tu regardes combien d'employés elle a, tu regardes combien d'utilisateurs chez toi elle a, tu matches les deux. Une boîte qui a 200 employés, mais qui a 3 utilisateurs chez toi, Ça sent l'expansion. ça sent en tout cas le travail qui n'a pas été accompli. Quoi. Ouais. Et donc, on y allait. Et ça a franchement bien fonctionné. Quoi. Et ça, c'est un BDR qui faisait ça. Ouais. Ok. Et après, comme dans le process commercial, il le passe au success Ouais. qui s'occupe de closer. Quoi. Donc, découverte de l'opportunité, closing de l'opportunité. Bien vu. Allez, vas-y. Non, c'est un peu pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Sébastien. Je pense que dans ce qu'on appelle sales, vraiment, même en termes de personnalité, de skill, je vais distinguer les hunters et les farmers. Ouais. Parce que, en fait, notamment, le cas souvent, si on n'a pas encore un contrat groupe, on signe avec une filiale, beaucoup de groupes du CAC 40, soit elles ont des maisons comme LVMH, soit elles ont Sanofi France, Sanofi Turquie. Voilà. Et donc, pour moi, ce que j'ai vu, c'est qu'un hunter manager, de toute façon, il va aimer détecter des signaux faibles, ça prend du temps, c'est de la patience, il va assister aux filières, il va les co-préparer avec le CSM, Ouais. et il va deviner un plan de renew plus upsell, ou d'upsell en cours d'année. Et donc ça, c'est totalement différent. C'est pour ça que moi, les boîtes où j'ai été, le hunter, il sait le frustrant, alors il peut le garder 3 mois, surtout si dans son plan de closing, il a quelque part un free trial qui est censé se convertir. Ouais. Mais des boîtes pas forcément très grandes, pas forcément des dizaines de millions d'ARR, elles ont quand même un hunter manager à minima qui a été recruté pour être un. C'est pas que le hunter il n'est pas stratège, qui a vraiment ses capacités analytiques de détection de signaux faibles, qui va passer du temps à aller lire les NPS parce que les tickets ça suffit pas. Mais là, on est sur des MRR à combien sur des clients comme ça? J'ai vécu différents cas, mais un hunter manager qui va prendre évidemment que des comptes stratégiques, parce que si on en a qu'un, il ne peut pas. Et puis des fois, il va être sinon en doublon du CSM. Le client va pas savoir qui a appelé quand. Je ne sais pas trop. Je pense que Mais à Non, mais il y en 500 a. de MRR, tu mets pas un Non, account non. manager et un CSM, quoi. Non, C'est- jamais. Mais moi, je prends l'exemple j'aime bien Salesforce parce qu'on les connaît bien et ils nous ont vachement raconté. Une boîte comme Saint-Gobain, chez Salesforce, elle a 2 account managers. Et ils n'ont que ça. C'est-à-dire que son métier, c'est je suis account manager de Saint-Gobain. Tu vois. Mais bon, c'est des comptes à plusieurs très millions ouais. d'ARR, quoi, tu vois. Ça reste rentable. Ouais, bah bien sûr. Un point complémentaire aussi par rapport au quota, il y a une stratégie aussi qui consiste à dire au moment où, moi j'aime bien le côté CSM qui se commit sur le renew déjà, vert, orange, rouge ou des choses plus complexes. Si en fait dans la forecast il y a un upsell qui est supérieur, en gros qui n'est pas de l'upsell automatique d'inflation ou de choses assez Ouais. basiques, et bien dans ce cas-là le account manager rentre en jeu, il va committer et au nez, il va travailler en coopération avec le CSM, mais l'upsell il passe chez un account manager ou chez un hunter si on n'a pas d'account manager. Tandis que quand il y a un renew avec un petit peu d'upsell, et souvent c'est des upsells, c'est pas qu'ils sont pas compliqués à faire, mais ça plaît aussi de garder un petit côté comme ça au CSM, inférieur à un montant, et ben, ça va être considéré quasiment comme un renew avec un petit bonus. Et donc il y a des plans comme, c'est un peu complexe, mais qui visent à
selon la taille de l'upsell en proportion du contrat initial, faire passer ça chez un sales, quel que soit le nom qu'on lui donne, ou alors c'est le CSM qui a un petit peu d'argent. Il faut que le CSM puisse faire, faut que le CSM ait le leverage pour faire l'expansion, pour que ça fonctionne. Au moins, parce que c'est ça le danger sinon. Moi, la première personne que j'ai recrutée, c'était plutôt le support. Ouais, le support. sales, c'était moi qui le faisais. Mais le support et success, quoi, au début, c'était mélangé, quoi. Et c'est plus tard, quand ça a commencé à vraiment, où on a commencé à avoir des comptes beaucoup plus gros, où je me suis dit, bah, ouais, là, ça vaut le coup d'avoir du success. Mais en vrai, le premier truc que tu dois déléguer, je pense que c'est le support, surtout si tu fais du mass market. Ouais. Après, ça dépend si c'est, tu vois, si tu as directement des grands comptes, bah ouais, là, ça vaut le coup d'avoir des success au départ. Mais je pense que le founder doit garder le sales pendant le plus long, enfin en tout cas le plus longtemps possible, tu vois. Parce que le sales, c'est quand même le pouls sur, tu vois, ton produit il se développe. Donc en fait, tu as des nouvelles fonctionnalités. Si d'un coup, tu arrêtes de les vendre et c'est une équipe, en fait, tu sais plus trop si c'est juste les mecs qui sont pas bons, s'ils n'arrivent pas à vendre, ou si c'est le produit qui va pas, tu vois. Nous, Customer Success, a 1 million d'ARR. Pas avant. Ouais, nous, moi aussi, c'était ça. Moi, avant 1 million, je faisais sales et support tout seul. Ouais, jusqu'à 1 million, je faisais sales, support, success, compta, déclat de TVA, tout ça. Non, compta, fais pas ça, c'est franchement. Ouais, mais bootstrap, c'est dur, hein. Attention, hein, on rigole pas ici. Hein. Les Ah ouais, ménages. au SMIC, hein, évidemment, parce que pour travailler autant, il ne faut pas être trop bien payé. Premier success, le CSM, non. Non, c'est l'un ou c'est Non, l'autre. nous, pour le coup, Nous, personne, non, parce que c'est de trop petits Trop comptes, petits, tu vois. ouais. Ouais. alors nous, c'est une de nos premières sales. Qui est devenu CSM. Ouais. Alors, elle était embauchée pour faire du sales, mais très rapidement, on a senti qu'elle s'occupait des clients correctement. Et aujourd'hui, tu vois, c'est la vice-présidente Europe du Customer Success, quoi. Et ça Nous, fait c'est 7 ans qu'elle est chez nous. Support jusqu'à 5 millions. Premier success, montage de l'équipe success à 5-6 millions à peu près. Premier sales, pareil, 5-6 millions. Et ça faisait que de la demande entrante, de la demande de démo entrante. Et premier outbound à 20 millions. Ah ouais. Donc on a vraiment tous nos histoires. Hein. Non mais c'est ça qui est génial. Ah, bien Il n'y a sûr. pas de règle. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est toi qui l'as créée pour toi-même. Après, c'est super aussi de pouvoir s'inspirer des histoires des uns et des autres parce qu'on a tous fait des choses que vous allez faire et qu'il ne faut pas faire. Donc c'est bien d'entendre ces histoires-là. Et on a tous fait des choses qui ont bien marché et qu'il faut que vous fassiez, quoi. Il y avait une- Moi, j'ai un truc relou parce que je fais des bonus pour toute la boîte et je fais pas des bonus par fonction. Donc, c'est un mode où en fait, on atteint des paliers de revenus ensemble et dès qu'on atteint un palier de revenus ensemble, les gens y touchent. Et donc, en gros, si tu veux, tous les quarters, il y a 3-4 000 balles de bonus à prendre par personne. Et en fait, il faut atteindre juste les objectifs de MRR. Et en fait, l'idée, c'est, l'idée que j'ai, après, c'est mon monde un peu idéal, c'est de dire On y tout le arrive monde ensemble. bosse tu vois, on veut qu'on ait les meilleures métriques possibles, c'est-à-dire un churn bas. Donc, ça veut dire qu'il faut que le produit soit bon, que les CSM soient bons, que les sales n'aient pas survendu et en fait, vraiment travailler en équipe, tu vois. Après, dans les faits, c'est aussi relou, tu vois, parce que les sales, eux, on a essayé de faire ça pendant longtemps avec les sales. C'est un peu frustrant, tu n'attires pas forcément les meilleurs parce que tu te retrouves avec des sales qui sont peut-être un peu trop gentils, qui ne savent pas closer, qui n'aiment pas l'argent, quoi, tu vois. Et en vrai, tu veux qu'ils aiment l'argent, les sales. Enfin, un sales qui n'aime pas l'argent, c'est un peu relou. Un sales, ça doit aimer l'argent. On est tous d'accord. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ah, c'est vrai, je suis d'accord, en bien entretien, sûr. moi, je pose la question, est-ce que tu aimes l'argent, tu vois. En France, bon, on a un peu de mal avec ça, mais Ouais. c'est bien quand tu es sales d'aimer l'argent. Mais du coup, moi, c'est des bonus vraiment. Et chez toi, Jonathan? Ouais. Alors, nous, c'est marrant parce qu'on a fait un truc un peu global comme ça, jusqu'à 3-4 millions d'ARR. Et C'était après, pas mal. vous avez. Après, on a dû switcher parce qu'en Ouais. fait, c'était très difficile de déterminer quels sont les bons, quels qui sont les fait mauvais. quoi Pour répondre à ta question, nous, aujourd'hui, c'est assez simple, c'est 80% sur l'expansion de ton portfolio. Donc, chaque personne a une expansion particulière de son portfolio parce qu'un CSM qui gère des comptes espagnols va avoir plus de mal à faire d'expansion qu'un CSM qui gère des comptes US. Bon, en gros, je te fais le truc, c'est un peu compliqué par région. Mais donc, 80% là-dessus et 20%, hyper important, qui sont sur l'annualisation des contrats. Alors nous, historiquement, vu qu'on est assez SMB,
beaucoup de clients payent au mois le mois. Et donc en fait, ils peuvent partir du jour au lendemain. Ouais, pas bon ça. Et donc nous, il y a 20% de leur bonus qui est un quota d'annualisation de ton portfolio. Et donc de passer les gens soit en paiement upfront, tu gagnes X points, soit en paiement contractuel avec 1 an d'engagement, 2 ans d'engagement, 3 ans d'engagement. Et ça nous permet de vachement piloter un petit peu la base, à quel point elle est solide et résiliente, et de contrôler un petit peu ton churn. Mais pour répondre à ta question, on n'a pas trop de trucs sur la satisfaction pure et dure. Le NPS, ça a toujours été un truc que tout le monde se renvoie à la balle, surtout au niveau d'un Ils m'ont client. demandé d'arrêter. Tu vois. Alors nous, on le fait, on a des partenaires. Nous, 30% de notre chiffre d'affaires se fait via des partenaires, alors pas pur indirect. Et souvent, ça dépend des partenaires. Il y a des partenaires qui veulent garder la relation Customer Success. Et nous, on en a pas mal. En revanche, pour ceux qui nous la délèguent et qui sont juste des apporteurs d'affaires, c'est nous qui gérons notre client. Mais c'est un sujet qui peut être très compliqué parce que dans certains cas, tu vois, tu peux aller à l'encontre du partenaire qui l'a ramené, quoi. Il faut trouver un juste milieu, mais je n'ai pas l'expérience dessus. Nous, en gros, c'est la même chose. Mais en fait, nous, on a des agences, on bosse beaucoup avec des agences. Donc, le truc qu'on a trouvé, parce que maintenant, ça commence à devenir… en fait, le risque que tu peux avoir, c'est que tu as un partenaire qui potentiellement implémente pas bien ton outil. Et du coup, les gens ont une mauvaise expérience et ils disent cet outil, c'est de la merde. Et ça, c'est relou, tu vois, pour ton image de marque. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a le même cas. Tu as des agences en fait, qui gèrent, limite, ils ne disent pas qu'ils utilisent Lemlist et c'est black box. Et dans ce cas-là, nous, on deal direct avec les agences et c'est les agences nos clients. Et tu as des cas où c'est des gens qui viennent implémenter le produit chez nos utilisateurs. Et là, on doit récupérer la partie success, etc. Et après, il y a l'autre cas où c'est potentiellement des gens qui vont implémenter, mais où on va se poser la question de savoir si l'agence elle est bien ou pas. Et donc là, ce qu'on fait, c'est on a une marketplace avec des agences. Et il y a des agences qu'on a vétées. Donc nous-mêmes, on se dit, eux, on a regardé tous leurs clients. On sait que tous leurs clients, en moyenne, ils ont X% de taux de réponse et de taux de succès. Donc, on se dit, ça, c'est une agence Lemlist, tu vois. Et en fait, du coup, tu peux créer comme ça un réseau de partenaires un peu plus fort. En même temps, ça te permet aussi de lister potentiellement tout le monde et d'aller chercher aussi des nouveaux partenaires pour la suite. Mais je pense que c'est important d'avoir un peu ce côté, si tu as des partenaires, il faut les véter, genre en mode, comme HubSpot a fait d'ailleurs, c'est un très bon exemple. Ouais, bien sûr. Membership Certifié. Gold, certifié, tout ça. Ouais. On va arrêter parce qu'on me fait des signes depuis tout à l'heure, ça en devient gênant. Donc on va aller boire et manger des chips. Et si vous avez des questions à poser à nos invités de marque, n'hésitez pas. Je vois Alex qui avait une question à poser. Donc rapproche-toi. Merci à vous.